Plus de 170 magistrats du monde entier réunis pendant 3 jours à Paris. 3 jours pour faire le point sur la coopération antiterroriste au niveau mondial. Que peut-on encore améliorer? Au vu des dernières affaires, la lutte antiterroriste fonctionne-t-elle vraiment? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Question que nous vous posons. Bonjour François Molins. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes procureur de la République de Paris. Nous allons parler dans un instant de ces rencontres internationales auxquelles vous allez participer. Mais d'abord, évidemment, une question sur l'enquête en cours autour des projets d'attentat de Sid Ahmed Glam. Est-ce que vous confirmez d'ailleurs que 3 personnes sont toujours en garde à vue ce matin ? Oui, je confirme que 3 personnes sont en garde à vue, mais je ne vous en dirai pas beaucoup plus parce que des investigations sont en cours, qu'il convient d'en préserver l'efficacité, et puis parce que même si elle n'est pas toujours respectée, il y a une règle qui impose le secret de l'enquête et de l'instruction. Par contre, ce dossier est important parce qu'il illustre l'évolution des formes du terrorisme. On est passé d'attentats contre des cibles dans le métro, dans les lieux publics, à des cibles beaucoup plus déterminées qui sont avec des actes qui sont faits par des individus isolés, qui agissent au nom d'organisations terroristes, qui cherchent des objectifs ciblés en raison de leur profession, des militaires ou des policiers, de leur appartenance religieuse, des juifs ou des chrétiens, et qui agissent avec de la logistique, des armes, et donc des objectifs qui sont choisis parce qu'ils sont emblématiques. Et des objectifs qui peuvent être choisis, entre guillemets, par l'extérieur. On a beaucoup entendu, notamment le Premier ministre, dire que cette opération et ces projets de Sid Ahmed Glam étaient télécommandés, entre guillemets, de l'étranger. Ça aussi, vous le confirmez, c'est nouveau ? C'est ce que j'avais dit dans mon point presse la semaine dernière, à savoir qu'il y avait des messages qui pouvaient venir de Syrie et qui lui avaient donné des instructions pour passer à l'acte. C'est quelque chose qu'on retrouve effectivement dans les affaires précédentes, dans les affaires Kouachi Koulibaly, dans l'affaire Nemouche ou dans l'affaire Mera. Vous êtes là, on l'a dit, parce que vous allez participer à ces rencontres internationales. Concrètement, comment ça se passe pour vous dans une affaire comme celle de Villejuif ou une autre? Est-ce que vous vous tournez tout de suite vers vos homologues étrangers européens, notamment pour savoir s'ils ont des informations sur le ou les suspects que vous avez face à vous? Les terroristes n'ont pas de frontières, donc à partir du moment où on enquête sur un cas dans lequel un pays peut avoir été impliqué, soit parce que le terroriste y est passé, soit parce qu'il y a des sites qui hébergent des messages qui sont dans ce pays, ou parce qu'on peut obtenir des renseignements, on se tourne effectivement tout de suite vers ce pays, on essaie de développer des contacts directs et on essaie d'obtenir les renseignements dont on a besoin. Et dans l'affaire Glam, c'est le cas? Il y a eu ce genre d'investigation? Ça n'a pas été le cas dans l'affaire Glam, mais ça a été le cas dans l'affaire Kouachi Koulibaly, où on avait un renseignement à obtenir de la part des États-Unis par rapport à un compte à rebours qui se déroulait quelques heures avant la manifestation du 11 janvier. Et en 4-5 heures, on a pu avoir le renseignement qu'on avait demandé à nos collègues du Department of Justice aux États-Unis. Et est-ce que tous les pays jouent le jeu ? Les pays jouent le jeu, mais certains pays ont plus de difficultés que d'autres. Il faut comprendre qu'il y a des pays avec lesquels on a une très très forte tradition et un socle très fort de coopération. Je pense notamment à la Belgique et à l'Espagne, les États-Unis. Et puis il y a aussi des pays qui connaissent des systèmes juridiques qui rendent la coopération plus facile qu'avec d'autres. On coopère en général avec beaucoup plus de facilité avec des pays comme la Belgique, qui a un système proche du nôtre, avec l'Espagne, parce qu'on travaille avec eux depuis plus de 20 ans. Et là, on s'aperçoit que quand ça marche bien, ça peut vraiment être facile. On va prendre l'exemple d'un autre pays qui est au cœur notamment des affaires syriennes et irakiennes, c'est la Turquie. Est-ce que la coopération avec un pays comme la Turquie fonctionne parfaitement aujourd'hui ? La coopération est plus complexe avec la Turquie parce elle peut être perturbée par certains dossiers sur lesquels les deux pays n'ont pas forcément le même angle de vue dans la politique à mener par rapport aux mandats d'arrêt internationaux et aux demandes d'extradition. Mais moi, ce que je peux constater au terme des dossiers qui sont les nôtres, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passait il y a quelques mois, la Turquie remet à la France plus d'individus dans le cadre d'expulsion, donc des gens qui reviennent de Syrie et que la Turquie réenvoie en France par dizaines ces derniers mois. Donc effectivement, il y a un mieux. Et la France, François Molins, est-ce qu'elle joue le jeu ? Je vais prendre un exemple. On sait que Sid Ahmed Glam faisait l'objet d'une fiche de sûreté, qu'il était surveillé de près ou de loin par les services de renseignement français. Est-ce que cette information-là, nous la partageons facilement
avec les autres pays européens et occidentaux? Ça renvoie à ce qu'on appelle la communauté du renseignement et à la nécessité d'un travail en amont des enquêtes qui doit exister entre les services de renseignement avec une communication entre services de renseignement des informations problématiques qu'ils ont. Mais là, on est déjà en amont de la justice. En amont, oui. Ça ne vous concerne pas directement, c'est ce que vous dites. Mais la France joue ce jeu, on l'a vu dans l'affaire Nemouche, où on a vraiment mis un point d'honneur et fait tout ce qu'on pouvait faire pour que Nemouche soit remis le plus rapidement possible aux autorités belges, compte tenu de ce qu'il avait fait à Bruxelles. Alors, la justice, est-ce que vous considérez aujourd'hui, en tant que magistrat et en tant que procureur de la République de Paris, comme suffisamment armé et totalement armé pour lutter contre la menace terroriste? C'est la question qui fâche de ce matin sur Europe 1. Sur le plan de réponse, sur le plan du droit et sur le plan des moyens. Sur le plan du droit, oui. Indiscutablement, on a eu 2 lois qui ont été votées fin 2012 et le 13 novembre 2014. La dernière, le 13 novembre, a apporté dans le dispositif français l'entreprise individuelle terroriste. Moi, j'ai tendance à considérer que sur le plan normatif, on a tous les moyens dont on a besoin. Maintenant, restent les moyens. On est confronté à une augmentation exponentielle du nombre d'enquêtes. On était à 26 enquêtes en novembre 2012. Novembre 2013, pardon. On est à 125 dossiers d'enquête et d'information aujourd'hui. Et là, il faut des moyens. On a commencé à en avoir quelques-uns en février et on devrait, c'est ce qu'on nous a promis, avoir des moyens supplémentaires dans le cadre du plan de terrorisme annoncé par le gouvernement. Mais attendez, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez parfois des difficultés à mener, comme vous le souhaiteriez, vos enquêtes par manque de moyens? Non, mais on sent venir l'augmentation des choses et on sait qu'il nous faudra des moyens supplémentaires pour faire face à cet afflux d'investigation. Est-ce qu'il y a un pays modèle que vous aimeriez copier, notamment en termes de législation aujourd'hui? Il y en a plusieurs, je dirais peut-être l'Espagne. Comme ça aujourd'hui. Pourquoi à l'Espagne ? titre d'exemple, parce qu'on partage les problématiques et qu'ils ont fait un peu le même chemin que le nôtre avec la répression de l'apologie, ils étaient d'ailleurs en avance sur la France, et de l'entreprise individuelle en matière terroriste. L'entreprise individuelle, vous y revenez. Une toute dernière question, François Molins, je reviens à l'affaire Sid Ahmed Glam. Les 3 personnes qui sont en garde à vue, ce sont des complices, des personnes que vous considérez comme des complices actifs, potentiellement actifs, des proches de Sid Ahmed Glam? Il est trop tôt pour répondre à la question, puisqu'on a des indices matériels sur lesquels je ne reviendrai pas. Et notamment des analyses ADN? Et il est trop tôt à ce stade du dossier pour savoir si on est dans le cadre simplement de l'association de malfaiteurs terroristes criminels ou si c'est véritablement de la complicité. Ça va être tout le travail des juges d'instruction de répondre à ces questions. Merci beaucoup. Merci François Molins, procureur de la République de Paris. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.